et en toute sécurité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, et pendant cette demi-heure, nous revenons sur le baromètre Kantar pour le quotidien La Croix, avec Rémi Pernelet, journaliste média, Clara Doyna-Schmelk, journaliste média à Intégral et co-auteur du livre Les métiers du futur chez First, et François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix, qui publiait donc vendredi ce baromètre qu'on peut retrouver sur Internet, avec un défi, une défiance, Rémi Pernelet, de plus en plus grande. Vous disiez, François Ernenwein, que vous étiez optimiste. Il va falloir effectivement trouver une manière de recréer ce lien de confiance ou d'autres moyens, parce qu'aujourd'hui, on vous dit aussi qu'il y a d'autres moyens de s'informer. Oui, alors c'est compliqué. D'ailleurs, les jeunes, quand on regarde, et c'est cité dans les enquêtes, s'informent à 18% à partir de la télé et à 75% à partir d'Internet. Donc on voit déjà des sources des fractures. Après, moi je pense qu'il y a aussi, on l'a peut-être pas complètement abordé jusqu'à présent, une grande responsabilité des chaînes info, parce que les chaînes info, maintenant il y a un nombre de chaînes info en France qui n'existe pas dans les autres pays. On a 4 chaînes d'info, et donc on continue. Et donc on a une concurrence effrénée, et tout joue avec, vous savez, maintenant on peut mesurer en direct l'audience des différents sujets, et donc voilà pourquoi on se retrouve avec la même chose. On avait quand même, je crois que c'était samedi, sur toutes les chaînes d'infos, des images en direct de manifs où il va y avoir, les images qu'on voyait, il y avait 500 personnes. Ça crée une amplification d'un événement, en fait. Et on était quand même en plateau tout le temps, et on disait on va suivre où va la queue de manif, un sujet qui n'intéressait jamais personne il y a 8-10 ans. Oui, qu'on n'aurait pas traité, Clara. Oui, alors du coup, ça crée un effet d'amplification. On a l'impression que tous les médias ne parlent que d'une chose. Voilà. C'est ce qui est reproché dans le baromètre, c'est-à-dire que certains événements qui ont été en boucle, du pont de Ligonnès, Notre-Dame de Paris, et les Gilets jaunes, assez paradoxalement. Oui, il y a des choses surprenantes, et vous avez raison de le dire, Valérie, il y a des paradoxes aussi dans ce sondage. Oui. Mais l'opinion des gens par rapport aux médias n'est pas très stabilisée. Non. Mais je voudrais dire à propos, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, il n'y a pas une bataille entre les médias installés et Internet. Les grands médias sont tous présents sur les réseaux sociaux. Donc la question, c'est, les consommateurs d'infos vérifient-ils, avant de retweeter ou de lire une information, quelle est l'origine? Et les marques reconnues d'information offrent une garantie. Mais non, ceux qui défient les journalistes vous disent que ils appellent, pour eux, BFM, CNews, LCI ne sont pas des émetteurs crédibles. Écoutez, c'est ça le non, truc. Moi j'ai fait un travail un peu de longue haleine pour une revue un peu théorique sur cette question. La consommation d'infos le soir des attentats de novembre 2015 à Paris. On voit bien quand les faits viennent de se produire, tout le flux va sur les réseaux sociaux. On s'interpelle par tweet, on essaie de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais à partir du moment où la rumeur se répand sur les réseaux sociaux, qu'on annonce des attentats là où il n'y en a pas, le flux se réoriente vers les marques reconnues d'information, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou les sites des grandes marques d'information, ou vers les radios, les télévisions, reconnues dans le paysage. Et chacun de nous, de manière empirique, réagit comme ça. Si se produit un événement, c'est pas vers le blog de votre concierge ou les tweets de votre concierge que vous allez vous informer. Si se produit un événement, vous allez naturellement vous tourner vers les marques reconnues d'information. J'ai l'impression qu'en fait, ça dépend des événements. Il y a des événements où on a envie de se complaire dans justement le tweet du copain, où la recommandation des proches vaut plus, et au contraire des événements comme justement des attentats où il y a un vrai doute, où là le public va se tourner vers des marques repères. Je pense que les comportements ne sont pas les mêmes selon les événements qui... C'est juste, mais ça confirme l'hypothèse que je fais. En effet. Pour beaucoup de gens, il y a un rapport émotionnel à l'actualité dont ma préconisation serait qu'ils sortent un peu. Je leur dis pas ce qu'ils doivent faire, mais je leur dis le débat démocratique a besoin que vous ayez un rapport rationnel à l'actualité et non pas un rapport passionné. Mais j'ai l'impression que, par exemple, dans certains cas, ils sont capables de retrouver ce rapport rationnel.
Mais tout ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de... Alors, il y a eu tout ce débat ce week-end à savoir est-ce que Bouafta est un journaliste ou non. Mais c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a fait émerger un certain nombre de journalistes militants ou de journalistes. Alors, activistes, certains en fait, plus exactement. Non, mais des gens qui sont allés filmer. Et beaucoup disent, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a parlé des violences policières. C'est ces gens qui étaient dans les manifs, qui ont filmé et qui sont, alors, journalistes ou pas. Alors, ils ont une valeur dit du la moins de vérité. documentaristes. Voilà. Parce que c'est des témoins de faits. Alors après, leur commentaire, leur interprétation des faits peut relever du militantisme et donc plus de la communication militante que du journalisme, mais les images en soi sont quand même à leur créditer. Et ont aussi une valeur de témoignage. Enfin, de témoignage, oui. Non, quand on voit ce qui s'est passé au siège, c'était de l'UNSA vendredi, où certains ont dit qu'ils sont rentrés en chantant, il y avait une partie de la vidéo. La première partie de la vidéo était beaucoup plus violente. Donc là aussi, dans ce qu'on diffuse, attention, dans ce qu'on diffuse, évidemment. Il n'y a pas d'image juste, il y a juste des images. C'est Godard qui disait ça, il a raison. Pardon, oui. C'était CFDT, pardon. Il a raison de dire ça. Oui. Il n'y a pas d'image juste, il y a juste des images. C'est le cadrage fait tout. Le cadrage fait tout. La source, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Et on voit bien qu'il y a une confusion, enfin une confusion en disant un mélange entre j'informe et je donne des opinions. J'informe et je défends une cause. Et donc, il y a, c'est ça qui fait que, évidemment, toutes les personnes qui partagent cette cause vont trouver qu'enfin on a une information vraie qui sortent des carcans traditionnels. Et les personnes qui ne partagent pas cette cause ou qui se mettent à douter, du coup, doutent de l'ensemble de la presse, de l'ensemble des journalistes. Il faut revenir. C'est ça la crise de confiance. Il y a des moments. Il y a la multiplication des occasions de douter, en fait. Oui, mais comme solution au problème, puisqu'on est là pour évoquer ça aussi, moi je pense que le retour à une déontologie béton est la garantie que les choses aillent mieux. Par exemple, dans le journal dans lequel je travaille, le commentaire est réservé à l'éditorial. Et quand je lis, comme rédacteur en chef, quand je lis un papier de journaliste, s'il donne son opinion, je lui renvoie le papier en lui disant... Rare, non enfin, quand vous lisez... Mais non, mais parce que après 10 ou 20 ans de pratique, après 10 ou 20 ans de pratique, les gens pratiquent l'autodiscipline en la matière. Sûr. Mais c'est pareil, je ne laisserai jamais passer un papier où il n'y a pas des sources multiples. Par exemple, sur un conflit social, la règle, il se produit un conflit social à Pétaouchnok, on ira interroger le patron de l'entreprise de Pétaouchnok, aussi bien que les syndicalistes qui font grève contre la suppression d'emplois. Et ça, c'est... Enfin, je prends cet exemple caricatural pour expliquer à quel point la multiplicité des sources est la garantie de la vérité. On partage tous votre point de vue. Là, simplement, parfois, dans la façon de faire le récit, on sent, et c'est pas si évident, un point de vue. Et moi, ça me gêne, dans un sens ou dans un autre. Ça va être le point de vue du patron ou le point de vue des syndicats. Et c'est pas si facile. Non. Et même en tant que rédac-chef, c'est pas si facile de dire « Attends, je sens que tu penses quelque chose. » Et c'est pour ça que je pense que les opinions politiques des journalistes passent énormément dans leurs articles. Énormément. Moi, je défendrais l'idée, si on applique cette loi d'Hérin... de la multiplication des sources, des points de vue contradictoires, on arrive quand même à des standards de qualité. Après, il ne s'agit pas non plus d'installer dans les rédactions une police de la pensée et que les sensibilités des gens soient complètement estompées. Mais je pense qu'en appliquant quelques règles, mais systématiquement, on obtient une information rigoureuse. Et pour élargir le débat, il me semble aussi que l'enjeu aujourd'hui, c'est ce que je pense profondément, quand j'enseigne, j'organise mes cours autour de ça, la presse reconnue de qualité est le dernier rempart contre l'expansion des fake news, de l'infox. Et moi, je pense que cette bataille est une bataille essentielle aujourd'hui. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on peut ajouter que les faits se sont peut-être complexifiés, parce que par exemple, là où il y avait le patron de l'entreprise de chaussures à Pétaouchnok et les syndicats, il va y avoir en plus les activistes du coin qui veulent filmer, les amis du patron qui vont venir aussi filmer, les enfants, il y a une complexification aussi des événements. Et la multiplication des sources. Génère des sources supplémentaires. Merci à tous les trois. Merci Rémi Pernelet, merci Clara Doina-Schmelk et merci à vous François Hernenwein. Je rappelle que c'est dans La Croix qu'on peut retrouver ce baromètre, qu'on peut retrouver sur le site, et La Croix qui est un excellent journal. On ne le dit pas suffisamment.
Merci mais c'est vrai que beaucoup, vous avez des Valérie. des dossiers société extrêmement complets et objectifs, on peut le dire. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Média. L'App Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Les informations, François Germain. Bonjour à tous. Retour à un quotidien presque normal pour les usagers des transports. Perturbation en net recul aujourd'hui à la SNCF et à la RATP, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites faiblit après 1 mois et demi de mouvement. Pour tenter d'attirer à nouveau les clients, la SNCF mettra en vente dès jeudi 5 millions de billets de TGV à moins de 35 €. Des prix attractifs qui ne dureront qu'une semaine. Laurent Berger va porter plainte. Le secrétaire général de la CFDT confirme son intention de donner suite à l'intrusion de manifestants au siège du syndicat vendredi. Une action de la coordination RATP-SNCF pour lutter justement contre cette réforme des retraites. Ils sont 500 000 à plancher. Les élèves de première commencent aujourd'hui à passer les épreuves de contrôle continu du bac. Elles représenteront 30% de la note finale des futurs bacheliers. Cette mesure phare de la réforme du bac provoque la colère des enseignants. Ils dénoncent une réforme bâclée. Certains ont même bloqué plusieurs lycées ce matin, notamment à Paris, Bordeaux et La Rochelle. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la diffusion d'une vidéo montrant un manifestant frappé à terre par un policier. Des images filmées lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi. L'ex-boxeur Christophe Détinger touchera-t-il les 145 000 € de sa cagnotte en ligne ? Le tribunal de Paris rend sa décision aujourd'hui. Christophe Détinger avait été interpellé l'an passé pour avoir frappé des gendarmes lors d'une manifestation de Gilets jaunes. La cagnotte pour lui venir en aide avait été suspendue après de vives critiques, notamment de la part de responsables politiques. Mourad Fares, jugé à partir d'aujourd'hui aux assises à Paris, originaire de Haute-Savoie. Ce trentenaire est accusé d'avoir été l'un des principaux rabatteurs français pour le djihad en Syrie. Mourad Fares avait été arrêté en Turquie il y a 5 ans avant d'être remis à la France. Et puis en tennis, les matchs en extérieur annulés aujourd'hui à l'Open d'Australie à cause de la pluie. Les premiers tours des Français Caroline Garcia, Fiona Ferro, Pauline Parmentier, Hugo Humbert, Benoît Paire et Corentin Moutet ont été reportés à demain. Avant les gouttes, un premier Français s'est qualifié pour le deuxième tour, Grégoire Barrère. C'est la fin de cette édition, excellente fin de matinée. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous sommes le lundi 20 janvier. On est ensemble pour commenter l'actualité. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. On a un problème d'internet. Aujourd'hui, on vous dit tout. Donc le Facebook Live ne fonctionne pas, mais ça, on attend incessamment sous peu. Ça devrait remarcher. Vous avez sur Twitter, YouTube et puis évidemment, vous nous retrouvez sur 99.9 pour vous qui êtes des fidèles. Aujourd'hui, François Monboise, bonjour, président de la FEVA, de la Fédération européenne de la vente à distance. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Et Sophie de Menton, comme tous les lundis, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ce week-end. Est-ce qu'on va vers une radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites avec des actions plus ciblées, plus violentes? On va parler des violences policières également, un manifestant frappé par la police et puis le nouveau bac qui théoriquement démarre aujourd'hui. Le contrôle continu est-il une meilleure solution? Tout le monde râlait contre le bac final et maintenant qu'on propose des épreuves au milieu de l'année, ça va pas non plus. Si vous avez des élèves, des enfants qui passent le bac, dites-nous comment ça se passe chez vous. On va pas se faire notre petit tour de table avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sophie, c'est d'actualité. Vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule? J'ai un coup de cœur. Ah bon? J'ai un coup de cœur parce que c'est une initiative de la société civile et c'est une initiative qui relève de la volonté individuelle. Aux États-Unis, ça s'appelait Dry January. C'est tout simplement un janvier sans alcool. Et je trouve ça très intéressant parce que j'ai vu des gens dans les dîners qui disent « Ah non, c'est janvier sans alcool ». Alors, du coup, les autres leur demandent « Mais parce que tu es alcoolique, enfin, tu as des problèmes ?» Mais ils disent « Non, mais je ne le sais pas ». Et je voulais savoir comment ça fait d'arrêter complètement, de ne pas boire un verre de vin, etc. Et cette prise de conscience, elle est formidable. Il y a des gens qui
estimaient pas une seconde être alcooliques et ils ont raison en principe, sauf même sans qu'ils forcément sont... être alcooliques, être dépendants à l'alcool. Ils sont Se dépendants. dire, c'est 2-3 verres de vin que je bois tous les jours, etc. Finalement, je peux pas m'en passer. Quoi. Exactement. Et donc, bravo, essayez, ça vaut le coup, juste pour voir. C'est intéressant. Mais ce qui est un peu lamentable, c'est que le ministère de la Santé ne soit pas associé Non, merci. à ça. Non, Valérie, Si. on peut pas dire un truc pareil. Si. Mais non, mais fichez-nous la paix, les ministères. Pourquoi ? Mais parce que c'est la société civile. Il y aurait pu y avoir des campagnes. Mais non, on le bien fait sûr que nous-mêmes. si. Non, vous êtes la meilleure des campagnes ici, sur Sud Radio. Et arrêtons de demander, c'est extraordinaire parce que vous avez un réflexe malgré vous. Il faut que l'État s'en mêle. Ben non. Peut-être si l'État veut plus se mêler de santé publique, c'est quand même un problème de santé publique. Oui, mais c'est vrai. Là, ils ont cédé au lobby de l'alcool, très clairement. Il devait y avoir une campagne au mois de décembre. Vous voyez, ils ont fait marche arrière. C'est extraordinaire. Oui, je vois le mal partout. Voilà. Moi, j'étais contente ce matin. Je suis arrivée avec un coup de cœur. Initiative individuelle et on me balance un ministre dans les pattes. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez entendu parler, c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année, 3e lundi du mois. Il faut mettre l'État, c'est l'État, ça. Voilà. Non, sauf qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. En fait, c'est un plan marketing qui a été mis au point par un psy anglais pour une agence de voyage. Évidemment, quel meilleur moyen que de remédier à la déprime ? Partir en vacances. Et voilà, donc c'était juste un faut petit... Faut que l'État subventionne. Non, je ne vais pas jusque-là. Sandra, un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour les citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été montée un peu en réaction par Emmanuel Macron pour prouver qu'il avait une action sur le plan de l'environnement. Et ces 150 citoyens et citoyennes ont découvert quelle était l'ampleur de l'urgence climatique et aujourd'hui sont dédiés, j'ai envie de dire, corps et âme à leurs travaux, puisqu'Emmanuel Macron n'a rien trouvé de mieux à leur raconter quand il allait les rencontrer que de leur dire, vous avez deux choix, ou c'est bien rédigé comme si vous étiez des députés et des politiques chevronnés, ou alors je ne le transformerai pas en loi. Donc aujourd'hui, j'ai assisté à la dernière rencontre qui s'est terminée par un discours de Thierry Puech qui coordonne tout ça, qui rappelait à tous ces citoyens qui ne pouvaient pas faire que ça, qu'ils avaient des vies, des familles, un travail, et qu'en fait, ils ne pouvaient pas se détruire la santé à essayer de travailler comme des professionnels de la politique, j'ai envie de dire, pour arriver à forcer le gouvernement à avancer. Et quand on a des citoyens qui, au départ, n'étaient pas sensibilisés à la cause climatique, qui, aujourd'hui, font des propositions qui sont bien meilleures que celles que les parlementaires au pouvoir en cours font, eh bien, on se dit qu'il y a quelque chose de très, très beau dans la société, mais que c'est quand même extrêmement cynique de la part de celui qui l'a mis en place de traiter ainsi des citoyens qui débutent dans ce domaine et qui, en 4 mois, ont déjà présenté leurs pré-propositions et croyez-moi, elles sont très solides. Et donc, il n'y a pas de suite qui est donnée, c'est ça ce que vous êtes en train de dire ? Non, c'est pas encore décidé. Peut-être un référendum, ce que j'ai entendu aussi. Peut-être pas sur tout. Donc, ces citoyens ont lancé une pétition, travaillent comme des fous. Et c'est quand même beau de voir quand la population se réapproprie les outils. Exactement. Ce n'est pas du tout une initiative individuelle, au contraire. C'est une initiative collective et très politique. Donc vous voyez, on est très loin de l'initiative individuelle et anti-étatique. Moi, il me semblait que le collectif était l'addition des individus. Un mot, Nicolas ? Oui, non, mais sur ces sujets comme sur d'autres, on découvre, on fait mine de découvrir que les citoyens sont bien plus matures et bien plus volontaires que leurs représentants. On est vraiment dans dans un débat sur la représentativité qui pose un vrai problème, notamment sur l'urgence climatique, parce qu'on a un hiatus entre ce qu'attend la population, avec bien entendu un débat très compliqué, et ce que peut faire ou ce qu'a envie de faire ou ce qu'ont envie de faire nos gouvernants. Ouais. Mais François Monboisse a raison. Le point important maintenant, c'est la traduction en mesures concrètes ou en loi ou en référendum. Moi, j'avais entendu que c'était un référendum à choix multiples, ce que je trouvais pas idiot. Parce que si c'est un référendum à une question, ça sera pour ou contre Macron, ça va tout gâcher. Alors que s'il y a 7, 8, 9 propositions, ça peut être bien. Mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose. Alors ils en ont beaucoup plus. Ils en ont sur tous les domaines. Ils en ont sur le financement. Ils en ont sur les modes de vie. Je ne dévoile rien en disant que, évidemment, quand vous donnez des outils de réflexion, de travail à des citoyens qui ne sont pas politisés et qui ne sont pas aguerris à l'écologie, eh bien, ils produisent exactement les propositions que font les écologistes, qu'ils soient politiques ou associatifs. C'est dire à quel point les écologistes sont formidables. C'est dire à quel point nous sommes extrêmement pragmatiques. Non, c'est dire à quel point nous sommes extrêmement pragmatiques, parce que quand on croise des outils économiques, financiers, scientifiques, eh bien on en arrive tous à la même conclusion et aux mêmes outils. François Monboisse.
C'était un coup de projecteur où j'ai pas bien la solution, c'est sur la loi Avia. Ouais. Et c'est une inquiétude en fait, parce que donc l'intention est très louable. C'est une députée qui veut une proposition de loi. Longtemps qu'on en parle. Pour lutter contre la haine sur Internet. Voilà, contre la haine sur Internet. Et elle est bien placée pour en parler, puisque Laetitia Avia est noire et elle a pris des tombereaux d'injures racistes et ça n'arrête pas sur Internet. Donc elle veut trouver un moyen de lutter contre ça. Mais la solution qu'elle propose, c'est de donner des clés en fait aux plateformes. C'est-à-dire que les plateformes devront retirer sous 24 heures un contenu manifestement haineux. Et là, sans passer par le juge. Voilà, sans passer par le juge surtout. Et donc ça, c'est quand même un problème. Quand on sait que Facebook, par exemple, enlève dès qu'il y a un quart de début de peau nue ou un sein, d'eux-mêmes, ils enlèvent. Eux, on leur donne quand même le pouvoir de faire la police. Alors, j'ai pas la solution, parce qu'effectivement, c'est gênant, cette haine sur Internet. Mais ça aussi, et je vois que la Ligue des droits de l'homme est émue, le Conseil national du numérique est ému, des avocats sont pas... Ouais, il y a eu une lettre qui a été adressée, vous le disiez, à Nicole Belloubet. Oui, parce que l'amende est tellement énorme que le risque, en fait, c'est que Twitter, Facebook enlèvent tout ce qui est... tout ce qui est un petit peu déviant. Des gens ont un petit peu de mal à comprendre comment se font les blocages, comment on supprime des comptes. La seule chose à faire, c'est supprimer l'anonymat. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont assez étranges sur Twitter, où des comptes sont bloqués de gens qui ne sont pas du tout anonymes. Alors, c'est pas de l'anonymat, c'est du pseudonymat plutôt, parce que en fait, c'est lié à votre téléphone, à un email, à des choses comme ça, mais vous pouvez prendre plein de moyens de contournement. Je voulais juste dire que sur Twitter, ça existe déjà. Moi qui reçois des tombereaux d'insultes, d'appels au viol et d'autres douceurs du même genre, ce qui est quand même une spécificité des femmes, ça s'est un peu calmé depuis 2020. Peut-être que cette année sera un peu plus bienveillante. Je fais beaucoup de signalements et Twitter finit par fermer ses comptes parce que ce sont des appels à la haine des femmes, à la haine raciale, à tout un tas de choses. Mais ce n'est pas tous les comptes que je signale, vous en doutez bien, malgré le nombre d'insultes très fréquents. Donc c'est un outil nécessaire qui n'a pas forcément besoin de passer par le juge. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire comment on... J'entends par contre... Cette proposition de loi, elle pose un grave problème en termes de droit, de liberté d'expression. Une vision aussi de la justice très étrange, puisqu'on délègue à des opérateurs privés le soin d'appliquer une loi, et pas à n'importe quels opérateurs privés qui ont des intérêts par ailleurs. Moi, je suis quand même très marqué sur le fait que on pourrait imaginer qu'effectivement on puisse remettre le juge. Alors on nous dit c'est compliqué le juge parce qu'il n'est pas au cœur de la plateforme, on nous dit c'est technique, on nous dit c'est très technologique, vous vous rendez pas compte. Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas temps d'adapter la justice au monde dans lequel on vit ? C'est-à-dire que moi qui ai des juges spécialisés dans le périmètre numérique, qui puissent intervenir dans l'univers digital, qui aient les moyens d'action, les moyens d'enquête, c'est une vraie réflexion que devrait se poser la garde des Sceaux, par exemple, qui est en charge de la réforme de la justice, plutôt que de transférer à des opérateurs privés la charge de nous écouter chez Thales, la charge demain de gérer le débat citoyen chez Twitter ou chez Facebook. C'est un vrai sujet de société, et je pense que comme on est toujours sur le sujet de « il n'y a pas de moyens pour la justice », on trouve des moyens dérivatoires pour faire appliquer des lois et on confie à des opérateurs privés, ce qui relève de l'État et du seul juge. Le juge seul peut accepter les limitations à la liberté d'expression. Vous voyez bien la difficulté aujourd'hui. Mais oui, mais c'est pas parce que à force de dire c'est difficile. Ça fait 20 ans qu'on dit c'est difficile, ça fait 20 ans qu'on confie le pouvoir à des opérateurs privés. Je suis d'accord, mais très vite. Mais quand on vous dit va te faire violer par des migrants, ou qu'on vous dit, ce qui n'est pas mon cas pour le deuxième exemple. Violer par les migrants, heureusement, oui. C'est très très fréquent, c'est l'insulte qui revient le plus souvent. Ou alors sale macaque va manger des bananes, comme on a déjà vu des cas d'insultes. En fait, on est déjà hors la loi. Là, sur des cas comme ceux-là, il n'y a pas forcément besoin de juge. Mais il y a aussi besoin de juge pour les victimes. En fait, il faut un juge. Juste quand si je puis me permettre. Sur ces sujets-là, il faut un juge pour condamner. Là, on n'est pas sur des condamnations. On est juste sur. Attendez, quand on n'est même pas capable en France, un humoriste sur un service public qui dit que Jésus est un pédé qui n'a qu'à se faire enculer, quand le CSA n'est même pas capable de prendre la parole sur le sujet, je trouve ça honteux. Parce que la liberté d'expression, oui, à la limite qu'ils le disent partout ailleurs, ça m'est égal, mais pas sur le service public en tout cas. Le CSA ne condamne même pas Zemmour qui en appelle à tuer les Juifs et les Arabes. Donc on se doute bien que le CSA ne va pas intervenir dessus, puisqu'il a mis à peine exactement dit ça comme ça. Il s'est appelé le général Brugeot de la France d'aujourd'hui, et on sait ce qu'a fait le général Brugeot. Or, le CSA n'a mis qu'un blâme, qu'un rappel à ces
news là-dessus. Je pense que c'est surtout dangereux aussi parce que ce qui arrive des campus américains, c'est le hurt my feeling. C'est-à-dire qu'on n'a plus de débat. Parce que quand quelqu'un s'estime mis en cause personnellement, on arrête tout débat. En clair, Rhys en a parlé, les caricatures de Charlie n'auraient pas tenu 3 minutes sur Facebook. Donc c'est un sujet parce que la liberté d'expression à la française n'est pas partagée dans le monde anglo-saxon, elle n'est pas partagée. Mais ça, c'est un la critique de la religion n'est pas partagée. Il faudrait vraiment réfléchir très profondément sur ce sujet. Ouais, en tout cas, c'était un bon sujet de débat. Effectivement, on peut retrouver cette lettre et c'est pas simple, effectivement, à régler. Je vais vous donner la parole dans un instant, Nicolas. Je voulais vous faire réagir tout de même sur une réflexion qui m'est venue ce matin. Il y a eu 3 livres sur les quartiers perdus de la République et on semble découvrir l'avancée de l'islamisme à chaque fois. On sait, ça fait des années qu'on alerte. Il y a des livres qui paraissent et à chaque fois on se dit, mon Dieu, c'est très grave. Que fait-on ? C'est la question que Sandra. Non, ça rejoint le sujet presque. Ça rejoint un peu le sujet d'avant, hein. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Non, mais dans la liberté, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit. Et on dit tout de suite que c'est de l'islamophobie. On est accusé. On le dit de plus en plus, Sophie, quand même. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de libération de la parole sur ce thème, plus que sur d'autres. En fait, surtout, on n'a pas agi pendant. Enfin, on a laissé tomber. Effectivement, les titres que vous citiez sont justes. On a laissé tomber des zones entières en France, quasi sciemment pendant des années. Et on savait que des personnes qui faisaient de la récupération politique, qui étaient fort heureusement, ces personnes-là n'ont pas gagné partout. Parce que justement, les personnes sont en train de conquérir et de gagner. Ce matin, j'ai regardé sur Twitter, je voyais que Zemmour était en tête. Vous parliez d'Éric Zemmour, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit ? Et les gens finalement disent, ce que dit aujourd'hui la DGSI, c'est ce que disait Éric Zemmour, à savoir qu'il y a des quartiers qui sont entièrement aux mains des islamistes et que ça a progressé. Donc je me suis dit, voilà. Oui, il y a des quartiers, puis il y en a des milliers d'autres où ils ne sont pas du tout là et où les gens qui sont dans ces quartiers, les maires, les pères, se battent. Oui, mais ce n'est pas une réponse. C'est pas une réponse. La réponse, elle est publique, pour le coup. Elle est dans l'abandon public et dans la reconquête publique. Mais ce que je veux dire, c'est que la réponse ne peut pas être il y a des quartiers qui vont bien, alors qu'il y en a qui vont mal, mais il y en a de plus en plus. Et ce que dénoncent ces 3 bouquins qui sont sortis, c'est la même chose, c'est-à-dire l'offensive d'un islam politique. Tout à fait, mais je crois que condamner en bloc, comme s'il s'agissait d'une seule et même chose... Est-ce que j'ai condamné en bloc ? Non, je ne parle pas de vous, je parle d'Éric Zemmour. Ça ne fait que... Arrêtons aussi d'avoir un ennemi public numéro 1. Ça ne fait que faire monter un sentiment d'opposition entre 2 camps qui en fait ne sont pas des camps mais se rejoignent sur la nécessité de reconstruire du vivre ensemble, loin des gens qui instrumentalisent les haines. On se retrouve dans un instant, 0826 à 300 à tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. J'adore votre bonne humeur. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h15. André Berkoff. Tout à l'heure, lundi noir à l'hôpital, des milliers d'internes en grève. Pourquoi ? Bernard Cros, ancien chirurgien des hôpitaux, nous le dit et c'est explosif. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h15. André Berkoff. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec François Monboise, Nicolas Corato, Sandra Regol et Sophie de Menton. Nicolas Corato, votre coup de gueule, en fait, nous amène à notre premier sujet. C'est une introduction, mais c'est tout frais, donc je vous le livre. Donc Emmanuel Macron est en déplacement à Dunkerque aujourd'hui. Et il y a, comme désormais dans tous les déplacements du président de la République, et ça marque bien la tension qui est dans ce pays, il y a un comité d'accueil qui est très vaste. Et dans ce comité d'accueil, il y a des avocats qui manifestent en robe par rapport à la réforme des retraites. Il se trouve qu'on vient d'apprendre que voire plusieurs avocats en robe ont été placés en garde à vue par les forces de l'ordre qui sont présentes. Alors, les avocats ne sont pas au-dessus de la loi. Moi, j'ai pas de difficulté là-dessus. Je dis simplement que dans les consignes qui sont données aux forces de l'ordre, si effectivement l'idée, c'est d'aller prendre des avocats en robe et de les mettre en garde à vue, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de régler et de faire baisser la tension. D'autant que je comprends qu'une partie de ces gardes à vue sont d'ores et déjà levées. C'est-à-dire qu'on a pris les avocats, on les a mis dans le panier à salade et on les a immédiatement relâchés. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Et justement, il y a un problème. Parce que c'est comme tout le monde. C'est-à-dire que ces gardes à vue préventives qui servent à gérer des manifestations et à empêcher des manifestations de se dérouler,
Il y a eu déjà, on est à plus de 8000 gardes à vue depuis le mouvement des Gilets jaunes dans ce pays, uniquement dans le cadre des manifestations. Ça pose un problème à l'état de droit, ça pose un problème de stratégie de maintien de l'ordre. On est face à des manifestants qui, à mon sens, ne sont pas d'une violence inouïe. On n'a jamais vu des avocats quand même se transformer en incendiaires. Mais dans ce cas-là, c'est illégal, non? Vous êtes en train de les dire... épargner parce qu'ils sont en robe. S'ils ont été relâchés, c'est qu'il n'y avait rien à leur reprocher. Donc tout va bien. Je dis simplement que passer le symbole de mettre des avocats en robe en garde à vue, c'est qu'effectivement, dans le gouvernement, on est aussi sur une stratégie de la tension et d'une tension partagée. Que les manifestations soient tendues, soient violentes, on peut le condamner. Que la stratégie en face du maintien de l'ordre soit tendue et soit violente, ça pose un problème moi, politique. je pense qu'il va falloir un peu faire preuve d'autorité dans le pays. Donc vous trouvez que c'est pas assez autoritaire? Vous voulez qu'on monte d'un grade? Ah oui. Et vous avez vu les images de ce week-end? Non mais c'est pas le sujet. Ça ne suffit pas là comme autorité. C'est pas le sujet. Parce que régler les trucs à la matraque, ça va mal finir. Non, le jour où il y aura quelqu'un qui restera sur le carreau, à la tête du client. On ne sera plus en train de se parler. D'abord, c'est miraculeux qu'il ne se soit rien passé. Miraculeux parce que mais oui, c'est miraculeux parce que la violence des Black Blocs, etc., est terrible. La violence dans la rue cette année. Pardon ? Il y a eu 3 morts entre la fin de l'année dernière et maintenant. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Je ne veux pas dire qu'il s'est rien passé. Par rapport à la violence qu'il y a eu, je ne vois pas les 3 morts comme ça, je ne les ai pas à l'esprit, mais je pense que tout le monde, d'ailleurs c'est étonnant, si vous faites un sondage, les gens veulent plus d'autorité. Il y a un problème, c'est que c'est à la tête du client. Ne dites pas si vous faites un sondage, donnez-nous le sondage. Oui, moi, je n'ai pas vu ce sondage sur l'autorité. Si, il est archi connu, la demande des jeunes, c'est notre Frédéric Dabi, c'est l'IFOP. Et le sondage est que le demande d'autorité, même des jeunes en particulier, je vais vous dire, est très important. Mais il y a un problème sur la relation de ce président à la notion de liberté et de liberté publique et individuelle. On peut pas dire Je pense que ce thème sera au cœur de la prochaine élection présidentielle. Les libertés sont malmenées par le pouvoir en place, il faut le dire. Mais attendez, par ceux qui vont les remplacer. Et ce qui se passe aujourd'hui en matière de maintien de l'ordre pose un vrai problème au pays tout entier. Je suis absolument pas d'accord. Une auditrice nous dit qu'un bâtonnier a été emmené au commissariat ce matin. Alors effectivement, on n'est pas sur place, on ne sait pas ce qui s'est passé, dans quel contexte, ils sont peut-être pas en etc. robe, parce que les robes, ils les jettent. Dans les images, ils sont en robe. Ah ouais, ils l'ont pas encore jeté. Et quoi, les robes. Moi, je veux juste dire un mot. Je trouve que la grève des avocats, ils ont droit à la grève, mais je la trouve assez scandaleuse, la grève des audiences, parce que ce sont des gens derrière, des justiciables, qui vont attendre 1 an avant d'avoir un procès. C'est pas exactement pareil. Je pense que c'est pas exactement pareil quand vous avez été violé, quand vous avez été attaqué, quand vous avez... 3 mois à leur répondre. De toute façon, on met 3 ans pour un jugement, alors ça fera 3 ans et 2 mois. Non, vous pouvez pas dire ça. Je trouve qu'humainement, voilà, les soignants sont en grève depuis 1 an. Mais toutes les grèves, les soignants sont en grève, mais ils continuent de soigner. Donc je pense qu'il y a des qui font de la grève du zèle. Ils se mettent à ça pour défendre un bien. Tout à fait. Ils continuent à faire le suivi des dossiers justement pour ne pas laisser les personnes. Mais je dis que ceux qui font la grève et qui ne vont pas aux audiences, je trouve ça pas bien. Alors, juste pour rebondir sur ce sujet, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des procédures mises en place pour assurer la sûreté des personnes. Et là, on a vu effectivement une montée de l'autoritarisme dans la doctrine du maintien de l'ordre. On a vu une montée de la violence des deux côtés. Du coup, il y a un entraînement. Et tout ceci se traduit par quoi ? Moins de sûreté pour les personnes, moins de sûreté pour les forces de l'ordre, un épuisement aggravé des forces de l'ordre. C'est vrai, tout ça qui se traduit par encore plus de dérapages parce qu'ils sont à bout, complètement à bout, et c'est un cercle vicieux. Donc réclamer de l'autoritarisme, ça n'a pas de sens. L'autorité, ce qu'il faut, pas du tout pareil. L'autoritarisme, réclamer de l'autorité, réclamer plus l'autorité de violence, efficace. Je suis d'accord avec vous. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est de l'efficacité, et elle n'est certainement pas. Et toute l'Europe le prouve. Il y a d'autres doctrines de maintien de l'ordre qui passent par la communication et qui sont 1000 fois plus efficaces que cette façon rétrograde, complètement archaïque, qu'on a d'envisager la doctrine du maintien de l'ordre en France. On va y revenir dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite si vous voulez réagir. Sud Radio, 10h midi, débat. Sur Renault.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité et on attend vos réactions 0826 300 300. François Monboise, vous vouliez poursuivre le débat sur les violences Je pense qu'il faut de l'autorité, mais de l'autorité sur les policiers. J'ai entendu la semaine dernière un haut gradé de la police, ça m'a surpris, qui a dit, mais face à ces bavures, le ministre a la capacité, et puisqu'il a dit, il reproche à Castaner de ne pas le faire, le ministre a la capacité de suspendre immédiatement les policiers mis en cause. Et je pense qu'il
il faut absolument des signaux forts de la part du ministre quand il y a des bavures. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les bavures, il y a des millions de gens qui les voient 10 minutes après. Ouais. Donc c'est pas possible. Quoi qu'elle dit, la suspension immédiate, c'est quelque chose de très important. Sauf que l'enlever tout de suite et après on juge calmement. Sauf que politiquement, c'est dangereux pour lui avec les syndicats. C'est-à-dire qu'il n'a plus que la police aujourd'hui comme rempart. Si la police il faut décide le faire. Il n'y a pas le choix. Vous voyez, la difficulté, c'est qu'on en vient très vite à mettre individuellement en cause les policiers qui sont responsables directement de ces bavures, alors que pour moi, c'est la doctrine du maintien de l'ordre. C'est la stratégie maintien de l'ordre. Pousse d'une certaine manière. Ça n'explique pas tout, ça ne déroge pas. Sur quoi vous appuyez pour dire ça, la doctrine? Je vais vous donner un exemple. Je vous emmène. Je peux vous donner un exemple très simple. Proche des policiers. La mort de Steve. Je vous donne juste un exemple qui illustre ça. 2017, fête, je crois que c'était de la musique sur les berges de la Loire, là où est mort Steve Maillat à Niceau. Même commissaire qu'en 2018. Non, 2015. Bon, bref, 2 ans avant, les choses se passent. Le commissaire donne l'ordre, avec une autre doctrine, de reculer parce qu'il y a mise en danger de la vie des personnes présentes. Cette année, fin 2018, même commissaire, ordre différent de la part du préfet et du ministre, il donne l'ordre de charger et ce sont les CRS qui refusent de charger et qui disent « il y a trop de mise en danger des personnes ». C'est l'exemple exact du fait que ce ne sont pas uniquement des personnes en force de l'ordre qu'il faut condamner, mais c'est un système. Et par ailleurs, pour tous les policiers, toutes les policières qui font un excellent travail, qui galèrent chaque jour, qui ont très peu d'argent, qui ont très peu de moyens, même dans leur commissariat, ces personnes-là, dont ils n'ont pas le droit de parler parce que sinon c'est toute la profession qui, entre guillemets, est entachée, sont ceux qui entachent leur profession. En tout cas, il faut signaler, donner un coup de chapeau, c'est pas le cas dans la gendarmerie, c'est exceptionnel. Ils sont très bien gérés, c'est l'armée. Et ce n'est pas le cas dans la gendarmerie, c'est pas du tout la même mentalité, le même type. On peut pas généraliser, ils n'ont pas le même exercice, ils sont pas confrontés aux mêmes choses. Non, mais c'est pas non plus du tout la même façon de réagir, le même sens de la mission, etc. Je pense qu'on peut pas dire ça. Ils ont tenu les gilets jaunes sur les carrefours, sur les gendarmes. Mais enfin, c'est pas les manifestations parisiennes. C'est pas des manifestations parisiennes. Quand les gendarmes mobiles interviennent sur des manifestations parisiennes, ils ont les mêmes ordres que les CRS qui sont des policiers. Donc encore une fois, ce sont deux corps différents. Je suis d'accord, deux cultures complètement différentes, très différentes. Mais ensuite, quand le maintien de l'ordre est sous la même autorité, ils appliquent les ordres de la même manière. Et ce sont les ordres qu'il faut remettre en cause à un moment. Encore une fois, moi je trouve que cette doctrine du maintien de l'ordre qui maintient les manifestants pratiquement en proximité, en intimité avec les forces de l'ordre. Venez à une manifestation, Sophie, je vous invite. Mais qui va au contact? Non, mais vous verrez. Pardon, quand on voit les aussi. Mais vous êtes obligé d'être en contact. Vous êtes un manifestant dans le cortège normal. Vous vous retrouvez par exemple place de la Bastille avec des grilles partout, des policiers derrière les grilles. Vous êtes nassé. Si vous ne voulez pas de je contact, parle de familles qui viennent manifester de manière la plus pacifique possible et qui se retrouvent dans un climat qui est extrêmement tendu, extrêmement les familles, on n'emmène pas des enfants manifester premièrement. Et pourquoi pas? C'est des libertés individuelles, ça. Pour le coup, je trouve que c'était le cas avant. Il y a une tradition dans ce pays. Je trouve, il y a peut-être une tradition dans ce pays. Je pense que c'est d'abord irresponsable d'emmener les enfants manifester. Oui, mais hier, il n'y a pas eu de violence, justement. Non, mais ce que je vais vous dire, c'est que personne ne parle des manifs qui se passent bien. Je crois que Valérie est en train de faire le troll. Quel bazar dans Paris. Je vais faire Sophie de Menton. Quel bazar dans Paris. J'ai été coincé pendant 4 heures rue de Rivoli par des manifestants. Vous croyez qu'on en a pas assez? Et les petits commerçants, ils en disent quoi, les petits commerçants? Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Moi, je veux bien. Mais il y a eu des violences hier? Ah ben, enfin, moi je suis passé, c'était bon enfant. C'est très bon enfant. Mais pourquoi vous donc ça veut dire qu'il y a des manifs qui peuvent être. Il y a des manifs qui se passent bien. La manif pour le climat, c'était bien passé. Non, les manifs pour le climat ont été passées. Il y en a une, mais les autres ont toutes dégénéré du fait d'attaques. Mettre ça un dimanche sur le dos des commerçants. Et il y a plein d'autres manifestations sur des sujets beaucoup plus touchy dans la société qui se passent très bien parce que le dispositif de maintien de l'ordre est éloigné de façon à ne pas créer de confrontation directe et spoiler, en fait, ça se passe très bien. Oui. Abdellah qui est en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, moi je suis auditeur, j'ai quasiment jamais manifesté. Je me sers juste du vote pour donner mon mécontentement quand il y a mécontentement.
Mais après, vous savez, je crois que tout le monde a la pression, c'est les êtres humains, c'est pas des robots contre les êtres humains. Tout le monde est fatigué, je crois, des manifestations, autant du côté des policiers que des... Je crois que tout le monde arrive à saturation. Il y a un moment où il faut s'arrêter aussi. Voilà, ça reste des êtres humains. On fait la comparaison entre la police et il n'y en a aucune entre la gendarmerie et la police. Il n'y a absolument rien. C'est les êtres humains qui sont fatigués. C'est les citoyens. C'est pas simple. C'est pas vrai comme si c'est les citoyens ou ses concitoyens ou ses enfants. Je crois qu'il faut arrêter de toujours de donner la faute à l'un ou à l'autre. Vous savez, je pense qu'il y en a qu'il faudrait qu'ils essaient là sur le plateau de la radio. Il faudrait qu'ils essaient vraiment de ce que c'est que savoir la vie d'un policier qui est toujours confronté. Eux, c'est une vie de merde, quoi. C'est leur vie, elle est, c'est comme les policiers, ils vont rarement quand ils vont quelque part, c'est pour régler un problème social ou quelque chose de très très grave. Donc voilà, il y a des métiers comme ça à la con, les policiers ça en fait partie et je crois qu'il faut quand même, je suis pas en train de dire qu'il faut tout excuser, mais c'est surtout la fatigue plus que la volonté de nuire à son peuple. Voilà. D'accord, merci Abdelhak de nous avoir appelé. Effectivement, vous pouvez entendre ça. Ah oui, mais moi j'entends parfaitement et moi je soutiens les policiers qui sont des individus, qui sont des citoyens, qui sont des républicains pour la très très grande majorité, voire même l'unanimité d'entre eux. Ce que je mets en cause, c'est pas les individus, c'est pas leur fonction, c'est les ordres qu'on leur donne et la doctrine qu'on leur impose. Voilà, c'est un sujet politique. Là, en l'occurrence, quand il y a une bavure, un type qui tape sur un flic qui tape sur un homme à terre, c'est pas une consigne qu'on lui a donnée d'éclater la tronche. C'est une bavure, mais il faut remettre cette bavure dans un contexte plus général et essayer de voir en quoi la doctrine qui a été employée n'est pas aussi responsable d'une certaine manière de cette bavure. On est tabou. Et puis alors, il y a quand même une contradiction qu'il faudrait donner. On est tabou parce que le gouvernement ne recule pas. On est le pays le plus attractif. Je veux dire, il faut quand même le dire aussi parce qu'on est en train de sombrer et qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette différence, c'est qu'on est économiquement autant d'investissements internationaux justement en France. Ça m'a beaucoup fait rire parce que j'entends toujours les mêmes personnes répéter que les grèves ça fait fuir, les impôts ça fait fuir. Je finis juste ma phrase. Et alors on a explosé les plafonds des on reçoit et on est en train de Macron c'est tout le monde et c'est tout le rendre responsable de tout, des ordres de la police, du chômage, des manifs, mais de tout, des hôpitaux qui fonctionnent pas. On n'avait jamais connu une telle tension sociale dans ce pays. La tension sociale, c'est exact, mais on est quand même très contradictoire. Il y a des tas de raisons à cette tension, mais on est quand même terriblement contradictoire. On est quand même un pays très gâté par rapport à tous les autres pays du monde. On est quand même actuellement, effectivement, dans une ça dépend qui. Mais oui, dans les une dernières études sur les inégalités sociales en France témoignent que depuis les années 60, elles n'ont jamais été aussi violentes et aussi fortes. C'est ça la réalité de la France d'aujourd'hui. Si vous pensez que les Français sont des privilégiés, effectivement, ils n'ont pas à manifester. Oui, je pense. Oui. On a une gratuité que personne ne prend en compte. Ça, c'est très important. Il y a énormément de choses gratuites qui ne sont pas comptabilisées. On les paye par nos impôts. Oui, elles ne sont pas gratuites. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui l'ont... C'est pas cadeau. Mais justement, les gens qui en bénéficient ne se rendent pas compte, effectivement, que cette gratuité fait que le revenu qu'ils ont, l'inégalité n'est pas celle qu'ils pensent. Alors les gens pauvres s'en rendent très bien compte. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent qui ne se rendent absolument pas compte de tous les bénéfices que l'État leur reverse en termes de gratuité, comme vous l'appelez avec beaucoup de guillemets. Et le problème, justement, c'est que les gens qui n'ont pas beaucoup sont dépendantes de tout ça parce que des gens qui ont beaucoup veulent leur supprimer. Et c'est là que vient la violence sociale. On est en train de faire le revenu universel. Moi, je crois que ce que veut dire Sophie, et je suis d'accord avec elle, c'est que sur les chiffres, en raisonnant tableau Excel, la France s'en sort pas mal. C'est-à-dire que le chômage est un des plus bas qu'on ait eu depuis 5 ans. Enfin, il y a des créations d'entreprises, il y a des investissements, etc. Et ça se voit pas du tout dans la perception des gens. Non. Et il y avait un sondage que vous avez peut-être vu, un sondage international de Pew. Les Français sont les plus pessimistes, mais de très loin. Est-ce que vous pensez que 2020 va être mieux que 2019 ? Il y a que 26% des Français qui disent oui. Les Chinois, c'est 85%. Les autres pays européens, 40%. Enfin, on est vraiment les plus pessimistes du monde. Je sais pas, moi, j'ai pas la réponse à ça. Je pense qu'il y a un sentiment, effectivement, d'égalité qui est très, très fort en France. Qui fait que... Ça date de 1789. Oui, mais ça date de plus longtemps. On est un pays qui si on gagne 1% de plus, mais qu'il y en a un qui gagne plus 2, on n'est pas content. Et c'est vraiment dans les tripes françaises. Regardez, chaque fois qu'il y a un article sur les morts sur la route ou le taux de cancer du sein, les journaux titrent « Fortes inégalités dans les régions sur les morts sur la route ». Or, il y a des différences. Et donc, on est un pays viscéralement qui se met en révolte très vite. Alors moi, pour répondre rapidement là-dessus, sur une part des raisons qui provoquent ce sentiment d'inégalité et ce sentiment de... Oui, j'insiste. Eh bien, c'est que ces inégalités dont je parlais, qui sont formelles, statistiques, mesurées,
qui n'ont jamais été aussi grandes, mettent sur le fil du rasoir la majeure partie de la population, à savoir la moyenne, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, la classe moyenne. La classe moyenne, merci, qui sont aujourd'hui pour une énorme part en voie de paupérisation, qui sont les personnes qu'on a appelées les gilets jaunes, ces personnes qui sont sur le fil du rasoir. Et derrière tout ça, il y a un outil politique, enfin des choix politiques qui étaient ceux des métropolisations. C'est-à-dire qu'on a concentré la création d'activités, la création d'entreprises, la création d'emplois sur des grandes métropoles avec des loyers très élevés, avec un prix de sortie. C'est pas vraiment un choix politique, c'est malheureusement pas. Non, ça a été des choix politiques développés à travers le temps par des gouvernements de droite comme de gauche, dont on paie aujourd'hui les pots cassés parce que nos campagnes sont désertées. On a besoin d'être ensemble. Oui, mais il y a aussi aujourd'hui la possibilité de travailler à distance. Des gens qui le réclament. Des entreprises qui peuvent être créées partout. Et notamment dans la transition écolo, dans l'accompagnement des personnes. En fait, il y a 1 million d'emplois qui peuvent être créés à moyen terme, comme ça, à travers les territoires. C'est vrai, mais le mouvement naturel des entreprises, c'est se mettre là où il y en a. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui rend malheureux. Je suis d'accord. C'est ce qui fait qu'en Allemagne, avec un tissu de PME très dense, ce n'est pas un pays centralisé. C'est un pays où les PME sont extrêmement importantes, il y a des où les salariés ont beaucoup de pouvoir. On n'est pas organisé de la même façon. Eh bien, vous confirmez ce que je dis. C'est-à-dire que quand on est dans un pays qui centralise tout, eh bien, la France est centralisatrice. On enlève le sentiment de bonheur aux Français qui y ont droit aussi. Allez, on a Mohamed en ligne avec nous. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour mesdames. Bonjour Mohamed. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? La donne, elle est très, 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 très faussée. Ça veut dire que d'un côté, vous avez la violence policière, et de l'autre côté, vous avez la violence légitime. Donc, nous sommes perdants. Et moi, j'ai vu les images. Moi, je suis à Toulouse. J'ai vu les images du policier qui a fait un croche-patte à la femme, là. Oui. Et ça va traîner. Et la révolte va augmenter. Parce que c'est pas normal. Alors, on a beau dire... Il y a 165 000 policiers, il y a des fois des trucs qui vont pas bien, mais il faut les résoudre. Mais il faut les résoudre vite fait, pas dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que la révolte augmente. C'est-à-dire la révolte par rapport au comportement des policiers. Aux violences policières. Il y a un chiffre peut-être, un tiers des saisines de l'IGPN, de la police des polices, sont classées sans suite. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi de fonctionnement. Positif, 2 tiers, il y a une suite. Donc oui, mais un tiers de classement sans suite, c'est beaucoup. Non, mais on a parlé au début de suspendre des propos haineux dans les 24 heures. Là, un policier que tout le monde doit faire un croche-patte à une fille qu'il n'a jamais vue, etc., il faut le suspendre tout de suite. Et c'est même une question de sûreté pour tout le monde, pour le corps policier, pour les forces de l'ordre, comme pour les personnes. Si on ne restaure pas la confiance avec nos forces de l'ordre, qu'est-ce que ça va créer ? On a vu ce que ça a fait dans les banlieues françaises sur les 20 dernières années, où ces violences étaient dans certains quartiers légion. On voit aujourd'hui qu'il y a une division, une haine de l'uniforme qui monte parce que jamais l'institution n'a su montrer que ces violences étaient l'exception, là où la règle, c'était le respect de la sûreté des personnes. Et si on continue à faire ça, maintenant que du fait, c'est très cynique, ça fait 20 ans que ça dure dans les quartiers populaires, on s'en aperçoit aujourd'hui parce que ça se passe sous l'Arc de Triomphe. Mais si aujourd'hui, quand toute la population française s'aperçoit de ce que c'est ces dérives, on ne dit pas avec des actes, avec des sanctions. Ceci n'est que l'exception. Mais qu'on conserve cette omerta où tout le monde se protège, c'est tout le corps des forces de l'ordre automatique. Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a 5 ans, tout le monde défilait en applaudissant la police. Mais ça peut revenir, heureusement. On va parler de ça peut revenir rapidement. Alors, on est parti sur les violences policières, mais je voulais qu'on traite quand même de la radicalisation du mouvement. En tout cas, la grève est en train de se terminer visiblement, mais des actions sont en cours un petit peu partout. Il y a eu le feu qui a été mis à la Rotonde, l'intrusion au théâtre des Bouffes du Nord. Donc on en reparle avec vous. Est-ce que ce type de manifestation peut se multiplier? À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. C'est une radio que j'aime beaucoup, c'est complètement différent. Sud Radio, parlons vrai.